Depuis l'été dernier, les relations entre la France et l'Algérie se dégradent de jour en jour. Derniers événements en date, les condamnations de l'écrivain Boualem Sansal et du journaliste français Christophe Glaise à respectivement 5 et 7 ans de prison. Et comme souvent dans ces moments de tension, on essaye de regarder en arrière pour tenter de mieux comprendre l'actualité. À l'Express, 3 journalistes se sont penchés sur cette relation ambivalente entre les deux pays. Mais ils se sont intéressés à une histoire un peu particulière, celle des batailles d'espionnage. Pour leur enquête, ils ont rassemblé de très nombreux documents dans des dossiers classés par ordre chronologique. Des photos d'espions infiltrés, des preuves écrites de kidnapping, des archives sur des assassinats cachés, ces dossiers contiennent tous les éléments pour faire le récit des guerres secrètes franco-algériennes. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez France-Algérie, 60 ans d'espionnage, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, épisode 2, la bataille du pétrole. Pour analyser ce deuxième dossier, j'ai échangé avec Étienne Girard, directeur adjoint de l'Express, et Alexandra Saviana, journaliste au service Société, et je vois d'abord un document dont on a déjà parlé hier, les accords d'Évian signés en mars 1962. Ces accords sont censés avoir acté une coopération privilégiée entre la France et l'Algérie. Le meilleur exemple de ça, c'est l'exploitation des ressources pétrolières et gazières dans le Sahara par les Français. Le problème, c'est que très vite, des tensions commencent à arriver entre les deux pays au sujet de ces accords qui sont remis en cause, en tout cas certaines clauses, dès le départ par le président Ben Bella. Mais en 1965, quand celui-ci est renversé par le colonel Boumedienne, Boumedienne va plus loin, il prend le pouvoir et lui, il veut carrément poursuivre le processus de décolonisation en donnant plus de souveraineté économique à l'Algérie. Ça passe par l'exploitation de ces ressources pétrolières, de ce qui deviendra en fait la rente pétrolière de l'Algérie. Le 13 avril, c'est-à-dire mardi dernier, le colonel Boumedienne fixe sans attendre le nouveau prix du pétrole et le montant des indemnisations. Hier, enfin, le gouvernement français constate que la négociation est désormais sans objet, la coopération privilégiée instaurée à Évian est terminée. La relation est très tendue avec la France, alors que les deux pays un peu combattent leurs démons respectifs. En France, on a une forte critique de l'immigration algérienne et une série de meurtres racistes. En 1973, en Algérie, on critique le néocolonialisme des Français et la formulation même des accords d'Évian. Donc la France pourtant garde un centre d'expérimentation d'armes chimiques sur le territoire algérien, mais les militaires ne sont pas sous drapeau français, ils travaillent en habit civil en étant employés d'une entreprise d'électronique, Thomson. Alger et Paris entretiennent donc des relations tendues dans les années 1970. Et c'est dans ce contexte que l'Algérie connaît une vague d'attentats. En janvier 1976, il y a une opération très bizarre. Il y a des bombes qui sont posées devant plusieurs symboles de l'indépendance algérienne. Il y a l'imprimerie du quotidien El Moudjahid, le siège de la radio et de la télévision, 3 tribunaux militaires. Il y a certaines de ces bombes qui explosent et on se rend compte que ces attentats ont été perpétrés par des personnes qui, pour certaines, viennent de France, sont activés par des Français. Et il existe une véritable suspicion du fait que ces attentats aient été commandités, alors non pas forcément par l'ensemble des services secrets français, mais par des individualités dans les services secrets français au sein du SDEC, même si 50 ans plus tard, une part de mystère demeure dans l'affaire. Et dans les comptes rendus d'enquête de l'époque, on trouve le nom de Smaïl Medjeber, un militant berbère de nationalité algérienne. Il va être arrêté pour avoir posé les bombes et lui dit qu'il a été recruté par le SDEC. Il dénonce 2 complices. Il parle d'autres attentats parce que lui raconte que cette campagne anti-algérienne, campagne terroriste, elle se fait de mèche avec les services secrets français et par un groupe assez mystérieux, assez bizarre. Il s'appelle les soldats de l'opposition algérienne, SOA. SOA, vous aurez noté que c'est les mêmes initiales que OAS, donc le groupe d'extrême droite français opposé à l'indépendance de l'Algérie, qui menait pendant la guerre d'Algérie des attentats contre ceux qui cédaient
aux indépendantistes. Donc il y a là un clin d'œil assez morbide et qui signe une hostilité totale de ce groupuscule à l'Algérie et à son indépendance. Les soldats de l'opposition algérienne sont animés par Mouloud Kouane. Lui, c'est un militant kabyle. Il veut renverser le président Boumedienne et milite pour un rapprochement avec la France. C'est un genre de militant d'extrême droite algérien. Et les enquêteurs algériens sont convaincus que son groupuscule est lié au SDEC. Mais malgré ce témoignage, aucun document dans notre dossier ne prouve formellement l'implication des services secrets français dans ces attentats. Le SDEC a toujours nié ces accusations. En pièce à charge forte, il n'y a que le témoignage de Smaïl Medjeber. Alors, est-ce que Mouloud Kouane, un temps compagnon de route, a échappé au SDEC ou est-ce qu'il était soutenu matériellement par le SDEC? Là, on entre dans une subtilité et une précision à laquelle aujourd'hui, les pièces du dossier ne nous permettent pas de répondre. Je conclus en disant qu'on va atteindre cette année les 50 ans et au bout de 50 ans, il y a des archives qui normalement sont nouvellement accessibles. Donc peut-être qu'on pourra davantage répondre à cette question dans les années à venir. Le dossier que j'ai entre les mains pourrait donc continuer à s'agrandir, mais il y a un sujet qui est bien documenté. C'est ce qui va cristalliser les tensions entre la France et l'Algérie dans les années 70, le pétrole. Au début des années 70, on est avant le krach pétrolier donc de 1973, le krach qui va faire que les barils de pétrole vont remonter, que les prix vont exploser. Depuis les accords d'Évian, les compagnies pétrolières françaises ont un quasi-monopole. En fait, la France contrôle les ressources pétrolières algériennes, c'est très important pour la fixation des prix, pour le contrôle de la production. L'Algérie de Boumedienne fait part de sa volonté de faire évoluer la situation. Donc il y a des négociations et un bras de fer qui s'enclenche. On a notamment l'Algérie qui veut durcir la fiscalité des sociétés françaises qui sont sur le territoire. Nous avons décidé à partir d'aujourd'hui de prendre 51% des parts des sociétés pétrolières françaises. Nous avons également décidé de nationaliser le gaz naturel algérien présent au Sahara. À Paris, les dirigeants sont évidemment furieux. La coopération privilégiée, qui devait naître des accords d'Évian, vole donc en éclats au début des années 1970. Mais cette crise diplomatique officielle cache aussi des manœuvres souterraines. Dans notre dossier, on trouve également une vieille photographie en noir et blanc. Elle représente un jeune homme brun, des sourcils épais et un regard charmeur. Au dos de la photo est inscrit un nom, Rachid Tapti. Rachid Tapti, c'est un personnage de roman. On aurait voulu le créer, on n'aurait pas réussi. Il est né à Constantine, en Algérie, à 20 ans, on est en 1950. Il arrive en métropole, région parisienne. Il fait d'abord du droit et en même temps il fait de la boxe à haut niveau. Il est professionnel, il a une gueule aussi. Il est charismatique, ténébreux, il va faire un peu de cinéma. Il va apparaître dans Le Comte de Monte-Cristo avec Jean Marais, 1954. Et les années qui suivent, les archives permettent de retracer son parcours. Il change tout le temps de métier. Il est commercial, libraire, prof d'éducation physique dans un établissement scolaire. Et puis, à un moment, il va intégrer la diplomatie algérienne. On pense qu'il est recruté à l'ambassade d'Algérie en 1963, officiellement, il est secrétaire, mais en réalité, semble-t-il, il récolte des renseignements d'ordre économique. Et là, il faut noter que dès 1968, le service de renseignement de la préfecture de police sait qu'il s'agit d'un espion algérien. Ils l'écrivent noir sur blanc, mais ils pensent qu'il est chargé de noyauter l'opposition à Paris. Donc, il s'en occupe pas plus que ça et considère comme un espion de moindre envergure, sauf qu'il n'est pas de moindre envergure. Et quelques années plus tard, il parvient donc à récolter des informations secrètes par une manœuvre digne d'un film d'espionnage. 1966, il prétexte chercher de la documentation pour des études. Il commence à fureter dans les accueils de ministères. Il a une légende pour l'occasion. Il se fait plus appeler
Rachid Tapti, mais c'est Richard ou c'est Tony. Selon les moments, il se fait passer pour un prince turc, un prince de Marmara, une île. Et au Quai d'Orsay, il va tomber sur la perle rare, la source qu'il fallait, une secrétaire qui tombe sous son charme. Elle s'appelle Béatrice Alléga. C'est l'assistante de Jean-Pierre Brunet, ambassadeur en charge des négociations pétrolières avec l'Algérie. Donc vraiment, la source a recruté. Il lui fait plein de cadeaux, il promet de l'épouser. En échange, il lui demande un tout petit service, c'est est-ce qu'il pourrait lire quelques notes sur les négociations pétrolières? C'est juste pour briller en société. Béatrice Alléga, éblouie par son concubin, dit oui, elle finit par céder. Et en 3 ans, Rachid Tapti, l'espion, obtient plus de 200 notes confidentielles du Quai d'Orsay qu'il se débrouille pour faire envoyer en Algérie. Le faux prince turc dépose chaque document secret dans un hôtel du 12e arrondissement de Paris. D'ici, ils sont récupérés par un autre agent secret qui les transmet directement à Alger. C'est comme si dans un jeu d'échecs, vous saviez à l'avance ce que va jouer l'adversaire. L'Algérie, grâce aux notes de Rachid Tapti, peut devancer les mouvements français, les actions françaises dans les négociations pétrolières et donc faire en sorte que les actions françaises n'aient aucun impact. Exemple, en août 1969, le franc est dévalué pour relancer la compétitivité de la France. Les Algériens ont justement changé à l'avance la devise de leurs réserves. Et là, côté français, on se pose une question. Comment les Algériens font-ils pour être si forts? Ce qui va se passer, c'est que la France, commençant à se douter de quelque chose, va mettre en place un piège, un faux rapport sur les négociations pétrolières entre la France et l'URSS. Il est situé dans le bureau de Jean-Pierre Brunet, l'ambassadeur. Et évidemment, ce rapport va passer entre les mains de Béatrice Alléga, puis entre les mains de Rachid Tapti. Et ça y est, une nouvelle fois, l'Algérie est au courant de tout. Elle fait savoir son mécontentement à la France, ce qui permet de griller la source. Jean-Pierre Brunet et son entourage sont compromis. C'est comme ça que Rachid Tapti va être arrêté boulevard Suchet à Paris le 26 février 1970, fin de l'épopée de l'espion algérien qui sera condamné à 18 ans de prison. En réalité, Rachid Tapti va faire très peu de prison. Il est rapidement échangé contre des supposés agents secrets français, eux aussi emprisonnés en Algérie. Retour au pays pour lui, il devient avocat et il va mourir en 2009. Il faut bien le dire, dans un certain anonymat, même si quelques titres de presse notent son statut de héros national. Ce faux prince turc a donc écrit une bonne partie de l'histoire des machinations secrètes entre la France et l'Algérie. Mais pendant que les deux pays se rendent les coups par espionnage interposé, certains ressortissants vont au contraire conclure de petits arrangements. Pour poursuivre notre lecture du dossier des années d'après la guerre d'indépendance, nous avons quelques fiches de description. La première, c'est le détail d'un sigle, le PSU. Le PSU, c'est le Parti socialiste unifié, le parti politique de Michel Rocard, à gauche. Il a été créé en 1960 en opposition à la guerre d'Algérie et en soutien à l'indépendance du pays. Après le coup d'État militaire du colonel Boumedienne, le 19 juin 1965, il conserve toujours des liens très importants avec le régime et ces liens passent notamment par l'Amicale des Algériens de France. L'Amicale des Algériens de France. On a justement un second post-it dans le dossier qui nous explique ce qu'est cette organisation et je laisse Alexandra Saviana nous le lire. C'est une structure créée en 1962 pour représenter le FLN sur le continent. Elle a pour objectif de gérer la diaspora et de mener une diplomatie parallèle, c'est-à-dire de créer des liens avec le monde politique français, notamment avec Michel Rocard. Donc, pourquoi Michel Rocard? Pourquoi le PSU? Parce que déjà, ce sont des amis de la guerre d'Algérie. Ils ont toujours
soutenu une Algérie indépendante. C'est un parti qui notamment parle de la nationalisation des ressources pétrolières comme objectivement progressiste, anti-impérialiste. Ils entretiennent de bonnes relations avec Alger. En fait, on dira à l'époque que c'est un parti très dans la veine tiers-mondiste. Alors que la France et l'Algérie sont en pleine crise diplomatique au sujet du pétrole, le PSU et l'Amicale des Algériens de France, eux, s'entendent. Et nos journalistes ont trouvé des preuves écrites qui en attestent. En allant aux archives, j'ai découvert plusieurs documents classés confidentiels, rédigés par les services de renseignement français entre 1965 et 1974, qui prouvent l'existence de liens privilégiés entre le PSU et l'Algérie. J'insiste sur le fait d'aller aux archives parce que quand on a sorti l'article, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de commentaires de gens qui se questionnaient sur pourquoi maintenant, en pleine crise avec l'Algérie, relever que l'Algérie avait financé un parti politique français. Or, la temporalité de cet article tient uniquement aux archives. En fouillant pour notre enquête, on est tombé tout simplement sur ces documents qui montrent que l'Amicale des Algériens de France aurait remis une somme de 800 000 nouveaux francs à Michel Rocard, alors secrétaire national du PSU. Mais à quoi a pu servir tout cet argent ? Là aussi, les documents présents dans le dossier nous donnent quelques indices. Pour comprendre pourquoi le PSU a reçu cette somme, en fait, il faut regarder le financement des partis politiques français de l'époque. À l'époque, il était beaucoup moins régulé qu'aujourd'hui. Et à l'époque, la gauche n'était pas au pouvoir. Donc, le financement du PSU venait uniquement de l'argent de ses militants. Ce qui était assez insuffisant pour un parti qui avait des ambitions de gagner des élections législatives, voire même présidentielles pour Michel Rocard. Donc quand le parti a eu besoin d'argent, il est allé apparemment, d'après les informations qu'on a vues dans les archives, il faut rester très prudente parce que ce sont des sources archives de la préfecture de police, d'après les services, Michel Rocard serait allé toquer à la porte de l'Amicale des Algériens de France pour financer son parti. Au milieu des archives, Alexandra Saviana a surligné des passages d'un livre écrit par Bernard Ravenel. Bernard Ravenel, c'est un historien et aussi un ancien militant du parti. Michel Rocard lui explique qu'en 1970, le PSU doit changer de siège. Il doit récupérer un local rue Borromée et pour le récupérer, il a besoin d'un prêt. Sauf que pour avoir un prêt, il a d'abord besoin d'un apport de 50 000 francs. Et cet apport, où va-t-il le chercher ? Eh bien, Michel Rocard va carrément aller voir le président Boumedienne pour lui demander un autre prêt, pour lui demander de faire un prêt de 48 000 francs. Et donc, dans le livre de Ravenel, Rocard explique qu'en fait, le prêt, il n'a jamais été remboursé et qu'il est devenu une subvention. Donc, l'Algérie a contribué à financer le siège du PSU. L'ironie de l'histoire, c'est que le problème du financement des partis a été signalé par Michel Rocard lui-même. Et en 90, alors qu'il était Premier ministre, il soutiendra un projet de loi voué à encadrer les financements privés des partis politiques pour avoir plus de transparence. C'est comme ça, en fait, que la Commission nationale des comptes de campagne est créée et que les responsables d'infractions commises avant juin 89 sont amnistiés. On appellera ce texte la loi Rocard. Des liens qui se nouent secrètement entre Français et Algériens, ce dossier augure du suivant sur lequel il est écrit « la coopération ». Nous l'ouvrirons ensemble demain. On sera toujours avec Alexandra Saviana du service Société de l'Express et elle sera accompagnée de Charlotte Lalanne du service Monde. Pour retrouver tous leurs articles sur la guerre d'espionnage entre la France et l'Algérie, rendez-vous sur le site du magazine, l'express.fr. C'est là aussi que vous pouvez écouter nos podcasts qui sont également disponibles sur toutes les plateformes. France-Algérie, 60 ans d'espionnage est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, écrite par Solène Alifa et réalisée par Jules Cros avec Emeline Dulliot.